Rebonjour. Nous voici donc au début de la partie 2 de la vidéo « Démographie, comment évolue-t-elle » Bien entendu, il est indispensable de suivre la partie 1 préalablement. De même, je me permets de vous conseiller à nouveau de regarder la vidéo générale « Démographie, l'impasse évolutive ». Nous le savons tous, un jour ou l'autre, la population humaine devra refluer pour rétablir les grands équilibres écologiques. Alors nous devons revenir à nos questions initiales de la partie 1 pour essayer d'apporter des réponses plus claires. Comment anticiper l'évolution de la population nationale ou mondiale? Comment prévoir l'effet d'un changement drastique de politique démographique? Combien de temps s'écoule entre le début de la mise en œuvre d'une politique démographique novatrice et ses premiers effets significatifs sur la population d'un pays ou de la Terre? Pour répondre à ces questions, pour des populations humaines, nous allons reprendre le cheminement que nous avons suivi pour les mésanges, mais en généralisant à une population dont certains individus peuvent vivre 100 ans, voire plus. Nous allons commencer par redéfinir une population initiale, puis autant de fertilité FIJ que de cohortes I et d'années J à anticiper. Pour rappel, I représente l'âge de la cohorte, Zoé a 15 ans et Anne 76 par exemple, et J l'année, par exemple 2 égale 2025 et 5 égale 2028. Et enfin, la même chose pour les survies SIJ. Commençons par rappeler la distribution initiale de la population que nous avions choisie pour les mésanges, ou si vous préférez, la demi-pyramide initiale des âges, demi-pyramide basculée. Cette forme ressemblait à un demi-stupa, le demi-stupa étant basculé bien sûr. Pour les humains, nous allons partir d'une première forme initiale de distribution de population qui correspond à celle d'un pays subissant une forte natalité compensée par une forte mortalité infantile. Situation par exemple de la France il y a fort longtemps, en 1750. C'est ce que représente l'histogramme du bas, équivalent de celui des mésanges pour la population humaine. La seconde possède une forme de style Battistero de Pise, un cylindre tant que la vieillesse ne fait pas son œuvre. Situation d'un pays qui, comme nous allons le voir, a stabilisé sa démographie et a une mortalité infantile quasiment nulle. Il s'agit de deux situations extrêmes, néanmoins intéressantes à étudier pour comprendre les cas intermédiaires plus réalistes. Dans quelques instants, nous rajouterons 2, voire 3 autres cas assez souvent observés. Mais pour l'instant, après avoir proposé des populations initiales, il faut nous pencher sur la fertilité, ou plutôt sur la distribution des fertilités. Souvenez-vous, cet histogramme représentait la distribution du nombre moyen de jeunes femelles à l'envol par mésanges femelles. Et voici l'équivalent chez les humains, la distribution du nombre moyen de filles par femme en fonction de l'âge de la mère. L'allure de la distribution est tout à fait réaliste. Elle ressemble énormément à celle de la population mondiale. Comme pour les mésanges, la probabilité pour une femme d'avoir une fille passe par un optimum situé ici, autour de 27 ans. Très peu de femmes ont des enfants avant 16 ans et très peu de femmes ont des enfants au-delà de 50 ans. Les valeurs absolues de l'histogramme correspondent aux fertilités des cohortes F, IJ. Par exemple, la fertilité pour la cohorte des 26-27 ans est de 0,066 filles par femme. La fertilité totale est la somme des fertilités de toutes les cohortes. Dans le cas présent, la fertilité totale est de 1 fille par femme. En moyenne, une femme aurait une fille durant sa vie, et donc un garçon, soit 2 enfants par femme dans notre exemple. Comment évolue cet histogramme au cours du temps? Il peut évoluer par le taux de fertilité totale, par la forme de la distribution des fertilités, ou les deux simultanément.
Commençons par l'évolution de l'histogramme due à un changement de fertilité totale au cours du temps. Les deux histogrammes superposés rendent compte d'un accroissement de la fertilité totale. Dans le schéma proposé, les fertilités de toutes les cohortes s'accroissent de la même façon que la fertilité totale. Les histogrammes sont donc homothétiques. Dans notre exemple, la fertilité totale passe de 1 fille par femme à 1,54 filles par femme en moyenne. La fertilité de chaque cohorte est donc multipliée par 1,54. Évidemment, une telle évolution des fertilités au cours du temps peut paraître simpliste de prime abord. Nous savons tous que l'âge de la procréation évolue au fil du temps, en règle générale. Dans le monde, du fait du développement économique et social, les femmes enfantent de plus en plus tard. À même fertilité totale, ici 1 fille par femme, et comme l'âge maximal de procréation ne change pas beaucoup, cela aboutit à un changement de la forme de la distribution. En réalité, ces changements ne sont pas très importants et sont généralement lents. L'ONU fournit des données de l'évolution de l'âge moyen de procréation pour le monde et pour la France. Pour la France, cet âge a diminué entre 1950 et 1980 et depuis, il est remonté de 4 ans en 40 ans, donc lentement. La situation mondiale est encore plus stable, comme le montre le graphe. Nous adopterons donc l'hypothèse suivante. La forme de l'histogramme se déformant peu et surtout lentement, nous admettrons pour cet exposé portant sur les principes généraux que la fertilité évolue par un simple coefficient multiplicatif affectant de façon homothétique la fertilité totale et les fertilités de toutes les cohortes. Cela ne changera rien à notre raisonnement global. En revanche, ce coefficient multiplicatif pourra varier d'année en année, évidemment. En réalité, le programme ne rencontrerait aucune difficulté pour prendre en compte une variation de cette forme, pour autant que nous disposions de données d'hypothèses fiables pour l'avenir. Il suffit d'écrire dans le tableau des FIJ, avec J l'année, je le rappelle, l'histogramme des fertilités supposées vraies pour l'année 1515 ou 2092 par exemple. Mais je préfère une hypothèse simple et partagée à des spéculations hasardeuses. Comment traduire l'évolution des fertilités au cours du temps? L'allure de la variation de fertilité totale dans le temps a la forme de cette courbe, progressive, ici descendante, mais nous pourrions calculer avec une courbe croissante. Le programme nous permet de choisir non seulement les fertilités totales initiales et finales, mais aussi le centrage de la chute de fertilité, ici 100 ans, et son étalement, ici environ 60 ans, 30 ans de part et d'autre du point central. Nous pouvons bien sûr faire varier cette valeur d'étalement pour réaliser des transitions plus ou moins rapides. Nous avons choisi de faire varier la fertilité de façon symétrique autour du point central. Ici encore, nous pourrions introduire une asymétrie si nécessaire, mais nous savons que l'effet serait minime. Nous allons maintenant nous pencher sur les données qui nous manquent, c'est-à-dire les histogrammes des survies et leurs évolutions au cours du temps. Que sait-on de l'évolution des survies dans le temps? Historiquement, pour la plupart des pays, on assiste au scénario suivant. Dans les temps anciens, ou encore récemment pour des pays peu développés, la courbe du bas représentait la réalité. Une très forte mortalité infantile dès la première année d'existence, mortalité qui perdure dans les années suivantes. La première conséquence est que peu de filles avaient survécu à l'âge de procréer. Puis, progressivement, les progrès de la médecine et de l'hygiène réduisent fortement la mortalité infantile avec de plus en plus de femmes arrivant à l'âge adulte et éventuellement donnant naissance. Enfin, dans les pays à la médecine moderne performante, la mortalité infantile devient très faible, courbe bleue, voire, dans un cas idéal, s'annule. Dans ce dernier cas,
Toutes les femmes peuvent procréer si elles le souhaitent. C'est la courbe du haut qui ressemble à notre modèle du Battistero de Pise, déjà évoqué pour les courbes initiales de population. Évidemment, la chute de survie aux grands âges est inéluctable, mais nous savons que les progrès de la gériatrie permettent de repousser ces limites. Cela ne change pas grand-chose au raisonnement, puisque pour l'essentiel, les femmes d'âge avancé ne peuvent plus se reproduire. Ici encore, nous pourrions sans problème tenir compte de cet effet dans notre programme à travers une évolution de l'âge de fin de vie au fil des années. Nous ne traiterons pas de cet aspect, somme toute mineur dans cette vidéo. Il faut bien faire des choix. Nous aimerions pouvoir décaler, plus ou moins, l'évolution de la survie et de la fertilité dans le temps. Par exemple, nous souhaitons simuler une amélioration de la survie suivie, avec un fort décalage dans le temps, d'une baisse de la fertilité, ou simuler une variation simultanée, concomitante des deux paramètres. Comment doit-on intégrer cette possibilité dans le programme pour prendre en compte explicitement ce décalage et permettre de le faire varier d'une simulation à l'autre? Pour bien visualiser la notion de décalage dans le temps, comme pour la fertilité, nous devons produire une courbe montrant la vitesse d'amélioration de la survie. La loi d'évolution a une forme proche de celle de la fertilité, mais elle est inversée. Aussi, pour obtenir une courbe dans le même sens que la fertilité, nous allons plutôt observer la courbe de la baisse de la mortalité. Nous choisissons comme âge de la cohorte celle des 27-28 ans, c'est-à-dire celle des femmes au maximum de la probabilité de procréation. Sur la courbe représentée, leur mortalité est nulle au-delà de l'année 160 environ, de même que la mortalité de toutes les autres cohortes avant la vieillesse. Ainsi, fertilité et mortalité évoluant dans le même sens, il sera facile de comparer les décalages éventuels par une superposition directe des deux courbes. Voilà, nous disposons des distributions de population initiale, de fertilité des cohortes et de leur évolution dans le temps, et la même chose pour les survies. Nous sommes donc dans la situation où nous étions pour les mésanges, juste avant de lancer les calculs pour savoir à quoi ressemblerait la pyramide l'année 2, connaissant celle de l'année 1. En route, et croisons toutes ces données avec des hypothèses bien définies. Vous vous souvenez sans doute que pour les mésanges, je m'étais arrangé pour maintenir la population constante au cours du temps. Tout ça pour ça? Ce résultat n'était pas très difficile à obtenir pour les mésanges avec seulement 6 cohortes. Cela devient vite délicat pour une centaine de cohortes. Sauf dans un cas particulier évident, celui du fameux Battistero comme courbe de survie. Comme toutes les femmes arrivent en âge de procréer et qu'aucune ne décède avant la ménopause, le résultat est trivial. Il faut une fertilité totale constante dans le temps et exactement égale à une fille par femme ou, si vous préférez, 2 enfants par femme. Eh bien, vérifions si le programme fonctionne sur ce cas particulier dont nous connaissons le résultat. Et pour faire simple, nous allons partir d'une population initiale également de forme Battistero. On va s'approcher progressivement de une fille par femme pour voir ce qu'il se passe. Donc, nos hypothèses sont les suivantes. Population initiale et matrice de survie sont de type Battistero, avec une fertilité totale qui chute de 1 à 0,99 filles par femme en une soixantaine d'années, centrée sur la naissance. Ce graphe 3D représente l'évolution de la population de toutes les cohortes en fonction des années. Le calcul complet porte sur 300 ans par pas de 1 an. Ce graphe représente les 200 premières années avec un histogramme tous les 10 ans pour faciliter la lecture. Parfois, si nécessaire, nous montrerons un autre graphe 3D représentant les 10 dernières années. Vers nous se déroule l'âge de la cohorte. Au départ, nous avons systématiquement, par convention, 100 individus dans la première cohorte, c'est-à-dire dans la cohorte des nouveau-nés. Même très près de l'équilibre, 0,99 filles par femme
alors que l'équilibre, nous le savons, est égal à 1, ce que nous vérifierons dans un instant, le programme rend compte de la chute de population sur toutes les cohortes. Pour suivre l'évolution de la population des cohortes, nous allons projeter le diagramme 3D sur le plan population-année. La diminution de population, quoique lente, affecte toutes les cohortes. Et même si nous avions fixé une fertilité totale à 0,9999, le résultat aurait montré une chute de la population, mais encore plus lente. Et la population totale? La population totale est simplement la somme des populations de toutes les cohortes. Et comme la population de chaque cohorte diminue, la population totale diminue aussi. Notez bien que le calcul de la population totale arrive tout à la fin du programme, une fois les pyramides des âges calculées. Avec une fertilité totale de 1,01, sans surprise, la population de toutes les cohortes augmente, et cela se voit bien sûr sur la projection sur le plan population-année pour toutes les cohortes. La population totale s'accroît, évidemment. Avec une fertilité totale absolument égale à 1,0000, autant de zéros que vous voulez, sans surprise, la population de toutes les cohortes demeure parfaitement stable. Et cela se voit bien sûr sur la projection dans le plan population-année pour toutes les cohortes. Et bien entendu, la population totale reste parfaitement stable. Nous allons maintenant changer les hypothèses avec une population initiale et une matrice de survie avec très peu de mortalité infantile, cas représentatif d'un pays très développé. Dans ce cas, nous trouvons, avec de très nombreuses décimales, que le point d'équilibre est de l'ordre, disons, de 1,03 filles par femme. La population de toutes les cohortes et la population totale demeurent parfaitement stables. Maintenant, avec des hypothèses de départ correspondant à un pays avec un peu plus de mortalité infantile, le point d'équilibre est situé autour de 1,53. Et enfin, ce même point d'équilibre est de l'ordre de 3,69 pour un pays avec une très forte mortalité infantile. Toujours, bien sûr, avec une parfaite stabilité des populations des différentes cohortes et de la population totale. En résumé, avec le Battistero, il faut une fille par femme pour maintenir la population constante, puis avec un peu de mortalité infantile, type pays très développé, il faut 1,03 filles par femme. Dans des pays où la mortalité infantile reste très significative, il faut 1,53 filles par femme pour maintenir la population constante. Et enfin, pour des pays encore peu développés, il fallait 3,69 filles par femme pour compenser la mortalité infantile élevée. Donc la valeur de une fille par femme, 2 ou même 2,1 enfants par femme, pour maintenir stable la population, n'est pas une règle. Cette valeur de stabilité dépend évidemment de la mortalité de la population. Matrice de survie. Il a triché en prenant la population initiale égale à la matrice de survie. Elle était cachée dans sa manche derrière le lapin blanc. Ouh, Ouh. Eh bien non, je n'ai pas triché, car nous allons maintenant observer ce qu'il se passe lorsque matrice de survie et population initiale ne se ressemblent pas du tout. Nous allons même faire le grand écart, suspendu dans le vide. Le demi-stupa pour la population initiale et le Battistero pour la matrice de survie. Il n'est pas possible de faire plus différencié. Prenons le temps de bien détailler cette première hypothèse complète. La population initiale est de type stupa et on assiste à un passage progressif vers une matrice de survie de type Battistero. La fertilité totale d'équilibre du stupa, 3,69 filles par femme, est maintenue constante.
Et voilà le résultat. Sans surprise, les premières années, nous retrouvons le demi-stupa. Mais pour la suite, nous ne voyons pas le sommet des histogrammes. Ils sont tronqués, il nous faut changer d'échelle et violemment. Après ce changement d'échelle, les pyramides des premières années sont totalement écrasées par les années suivantes. Mais sur la fin, les histogrammes prennent une forme inquiétante. La pyramide, pour les 10 dernières années, prend clairement une allure de tour Eiffel, qui ne ressemble en rien à un baptistero, pourtant imposé comme matrice de survie. L'observation de ces 10 dernières années est explicite. La population de toutes les cohortes s'accroît inexorablement. Aucune stabilisation de la population n'est à espérer, même vers l'année 300 et au-delà. Mais finalement, comment évolue la population des cohortes et la population finale dans ces conditions? Le résultat est clair, la population de toutes les cohortes augmente brutalement. Et évidemment, la population totale diverge, c'est-à-dire augmente de plus en plus rapidement. Pour comprendre le processus, le plus simple est de suivre le nombre de nouveau-nés de l'année et le nombre de leurs mères, par exemple celle de la cohorte des 27-28 ans, les plus productives et les plus représentatives du comportement moyen. Au départ, la population est stable. Du fait de la forte mortalité infantile, les filles meurent très jeunes avant de procréer. Mais la fertilité élevée, 3,69 filles par femme, permet de compenser la mortalité et donc de maintenir constante la population. Mais comme progressivement la mortalité des filles chute, puis s'annule, le nombre de jeunes femmes arrivant en âge de procréer augmente. Ces nouvelles mères font toujours autant d'enfants, mais sont plus nombreuses. Donc, le nombre de nouveau-nés augmente mécaniquement. La première génération des jeunes filles ayant survécu nombreuses arrive pour la première fois en âge de procréer. C'est la flèche verte. Puis, 28 ans plus tard, durée moyenne d'une génération, ces filles nombreuses arrivent toutes en âge de procréer et donnent naissance à encore plus de filles. Et le processus se répète tous les 28 ans environ. Partant de 100 nouveau-nés par an en l'an 100, nous en avons 369 en l'an 128, 28 ans plus tard, 1361 en l'an 156, 5024 en l'an 184, 18 540 en l'an 212, seulement 112 ans plus tard, soit 100 multiplié 4 fois par 3,69. C'est le principe même de la croissance exponentielle dont nous avons tous entendu parler lors de l'épidémie de Covid. La population totale augmente suivant une loi exponentielle croissante, chaque cohorte est plus peuplée que la précédente et donc chaque cohorte, en âge de procréer, comptera plus de femmes et donc plus d'enfants, et ainsi de suite. Aucune stabilisation n'est possible. La population explose. Économiquement et écologiquement, cette situation est irresponsable. N'est-il pas urgent de mettre un terme à cette frénésie reproductrice compulsive? Heureusement, les adultes, voyant la population s'envoler, décident de réagir de façon presque idéale. Ils choisissent, dans une nouvelle hypothèse, de réduire la fertilité simultanément avec l'amélioration de la survie des enfants. Dans cette nouvelle hypothèse, nous retrouvons la population initiale de type Stupa et le passage progressif vers une matrice de survie de type Battistero. La nouvelle hypothèse se distingue de la précédente par l'évolution de la fertilité totale qui chute de 3,69 à une fille par femme, simultanément avec la chute de mortalité. Au diable, le programme est devenu fou. Le graphe 3D résultant du calcul paraît bien compliqué. Et non, le programme n'est pas fou. En effet, au début, nous retrouvons bien le demi-stupa de la population initiale. Un zoom sur les 20 premières années le confirme.
En revanche, la forme de la pyramide pour les 10 dernières années de calcul est bien devenue celle du Battistero. Cette allure est dorénavant stable dans le temps, la matrice de survie s'est imposée et la pyramide initiale a disparu. À partir de l'observation du diagramme 3D, il n'est pas forcément évident d'intuiter comment évoluera la population totale du fait des périodes transitoires complexes. Donc, observons directement le résultat final du calcul pour la variation de la population totale au cours du temps. De fait, la population totale augmente avant de se restabiliser conformément à la fertilité totale de une fille par femme imposée au programme à la fin du calcul. Mais le constat est clair, l'atteinte de la stabilisation est très longue, 150 ans après le début de la prise de conscience des adultes. Ce délai très long est la manifestation de l'inertie démographique. Durant cette longue période, la population a été multipliée par 2,5. 150 ans? Population multipliée par 2,5? Sérieux? De 3 à 7,5 milliards d'hommes? Oui, et encore nous venons de simuler une situation de variation simultanée de la baisse de mortalité et de fertilité. Mais alors, que se passe-t-il si nous ne réagissons pas de façon concomitante? Eh bien justement, nous allons simuler une situation où les adultes ne réagissent pas immédiatement à la baisse de la mortalité infantile et à l'augmentation vertigineuse du nombre de jeunes qui vont arriver bientôt à l'âge de procréer. Par exemple, dans cette nouvelle hypothèse, tout est semblable, sauf que les adultes retardent la baisse de fertilité qui intervient 30 ans plus tard. Fertilité et mortalité sont découplées. Notons tout d'abord que l'évolution de la pyramide nous fait passer du stupa au Battistero comme attendu. En l'année 300, le Battistero définitif est bien présent. Néanmoins, en l'année 200, la transition n'est pas totalement terminée. Comme précédemment, la population augmente fortement, mais plus tard, bien sûr. Le changement essentiel est l'amplitude de cette augmentation. Les échelles ne sont plus du tout les mêmes. Comparons directement. Non seulement les courbes se décalent, logique, mais la population finale fait un bond, passant de 6150 environ à 22 750 en valeur relative. La population est maintenant multipliée par plus de 9. Le retard à la décision, 30 ans seulement, se paye comptant et cher. Il s'est passé 200 ans entre l'année 70, début de la chute de mortalité, et la stabilisation. Partant de cette dernière situation alarmante, que se passe-t-il si nous faisons la transition avec le même décalage de 30 ans, mais en 10 ans plutôt que 60? Comparons immédiatement l'évolution des populations totales. Oula, la vilaine courbe bleue! Bon, voyons les points positifs. La population monte moins haut, la stabilisation semble arriver un peu plus tôt. On s'y attendait un peu. Stabilisation? Que de vagues et vaguelettes? Regardons de plus près. Le premier constat porte sur l'échelle de temps. Entre le début de l'augmentation de population et la fin, il se passe 250 ans. Et pourtant, nous ne sommes pas encore totalement revenus au Battistero. Il reste des fluctuations encore bien marquées. Mais chose curieuse, les oscillations, les vaguelettes, semblent réparties de façon régulière dans le temps. Si nous regardons l'image 3D des 200 premières années, vers les années 200, courbe grise et marron au fond, nous avons une véritable vague, et on devine que des vagues apparaissent bien avant. Nous allons nous focaliser sur l'histogramme de l'année 190, c'est-à-dire l'histogramme marron. Et voilà l'état de la distribution des cohortes au temps intermédiaire, après que nous soyons passés de 3,69 à une fille par femme, donc 2 enfants par femme, et ceci en 10 ans. Cela ne vous rappelle rien? Et si je mets comme cela? Toujours pas? Là, ça devrait être plus clair. La demi-cité interdite, ou plus sérieusement, la pyramide des âges 2020 de la Chine,
et sa politique de l'enfant unique décrétée dans les années 1970-1980. En fait de politique de l'enfant unique, la Chine n'est arrivée à une fille par femme, le cas de figure que nous simulons ici, que dans les années 1990. Dans mon livre, Démographie, l'impasse évolutive, vous trouverez une pyramide des âges détaillée année après année pour la Chine de 2019. La ressemblance est encore plus évidente. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans le détail de l'explication, vous le trouverez dans le même ouvrage. Ici, juste un premier aperçu rapide. Le mieux pour comprendre est de regarder la courbe des naissances. Au début, tout est stable, avec, par convention, 100 filles naissant chaque année. La mortalité des filles est forte et compense la forte natalité. Puis, la mortalité baisse alors que nous avons toujours 3,69 filles par femme. La mortalité baissant, nous avons plus de femmes en âge de procréer et mécaniquement le nombre d'enfants augmente. D'ailleurs, rajoutons la courbe du nombre de femmes de 27-28 ans, les plus souvent enceintes. Effectivement, la mortalité baissant, nous avons plus de femmes en âge de procréer et mécaniquement le nombre d'enfants augmente. Mais bientôt, la fertilité baisse et le nombre d'enfants diminue. Mais pendant ce temps, les enfants nés avant la chute de fertilité atteignent l'âge adulte, 28 ans plus tard. Nombreux, très nombreux. Même s'ils ont moins d'enfants par femme, comme ils sont très nombreux, le nombre de leurs enfants recommence à augmenter. En effet, la fertilité a été divisée par 3,69, mais les mères sont entre 5 et 8 fois plus nombreuses. Mais, comme le nombre de petites filles a diminué durant la première vague, 28 ans plus tard, le nombre de mères et donc de filles diminue à nouveau, la fertilité étant maintenant stable à une fille par femme. Et le phénomène se reproduit de génération en génération en s'amortissant progressivement. Que ce soit pour le nombre de naissances de filles ou pour la population de mères, les maximums et minimums sont exactement espacés de 27-28 ans, âge de la cohorte la plus reproductive, avec une distribution autour de cet âge qui correspond à la distribution de l'âge de procréation. Eh bien voilà, tout est clair. Sauf que pendant tout ce temps, la population a continué à croître et pas qu'un peu. Alors que les deux transitions fertilité et mortalité sont réalisées pour 99,9%, la population va encore augmenter pendant une petite centaine d'années. La population a été multipliée par 4 jusqu'à la fin de la transition, puis encore par 1,6 au-delà. C'est cela l'inertie démographique, un piège terrible, aussi pervers que la persistance du CO2 dans l'atmosphère. Si nous voulons freiner, et nous le devons absolument, il faut freiner vite et fort tout de suite. Tout retard est suicidaire. Et ce n'est pas parce que la décroissance est lente et le phénomène d'inertie moins visible qu'il n'existe pas. Il est seulement bien caché derrière les courbes amorties. Bon, mais alors, la population ne baisse jamais? Et si, l'espoir enfin. Mais il faut marcher résolument vers 0,5 filles par femme. Hypothèse optimiste. Fertilité et mortalité sont découplées. La chute de fertilité intervient 30 ans après la chute de la mortalité. Au départ, toujours une forte mortalité infantile qui s'annule pratiquement à la fin, et une fertilité qui chute de 3,69 à 0,5 filles par femme, le tout progressivement en une soixantaine d'années. Et voilà le résultat. Évidemment, les premières années, nous retrouvons le stupa de départ. Mais que se passe-t-il les dernières années? Incroyable! Incroyable! Il a poussé un champignon démographique pendant la nuit. Il est encore plus joli que celui de Tintin, mon champignon à moi. Un champignon démographique a poussé dans la nuit. Et la population diminue tranquillement pour atteindre un niveau supportable par la planète et confortable pour l'humanité. Il ne s'agit clairement pas d'un état d'équilibre, mais bien d'une phase transitoire, hautement souhaitable. Dès les années 200, sans surprise, le champignon démographique
est en place. Chaque cohorte entrante est moins peuplée que la précédente. Néanmoins, la mortalité infantile est quasiment nulle. Toutes les filles arrivent en âge de procréer, mais font peu d'enfants en moyenne. Les femmes meurent naturellement de vieillesse. Et la courbe de la population totale? Eh bien, elle finit par baisser, mais n'imaginez pas que la baisse intervient simultanément avec la diminution de fertilité. Elle se produit bien plus tard. Elle s'amorce juste alors que le taux de fertilité est déjà quasiment arrivé vers 0,5 filles par femme. 35 ans après que la fertilité soit passée en dessous de une fille par femme. Voici une nouvelle hypothèse, quasiment identique à la précédente. La seule différence est la fertilité qui évolue progressivement en une dizaine d'années. Et oui, si nous accélérons le processus, sans surprise, la décroissance apparaît plus vite et plus rapide. Mais l'inertie démographique est aussi criante. Le début de la décroissance intervient toujours 35 ans après que la fertilité soit passée en dessous de 1 et 25 ans après que la fertilité soit arrivée à 0,5 filles par femme. Même dans cette situation de réaction rapide, il aura fallu plus d'un siècle pour revenir au niveau de population qui a commencé à inquiéter les adultes. Ok, mais nous les Européens, il y a bien longtemps que nous n'avons plus 3,69 filles par femme. C'est aux Africains qu'il faut le dire. Et mon pote, tu oublies juste que tu consommes 20 fois plus qu'eux? Alors question pression sur la planète? Nous sommes tous concernés par la démographie et son inertie. Pourquoi et comment les pays développés où le nombre de filles par femme est déjà aux alentours de 1 doivent très vite aller vers 0,5 filles par femme? Justement, observons notre propre situation. Ici, une hypothèse où fertilité et mortalité sont toujours découplées. Au départ, on a une faible mortalité infantile, mais celle-ci se maintient tout au long de l'expérience. La fertilité chute progressivement de 1,03 à 0,5 filles par femme en une soixantaine d'années. Cette situation initiale est celle d'un pays occidental, disons la France par exemple. Alors, nous obtenons le graphe 3D en haut à droite avec la forme de distribution d'équilibre de la population au départ. Puis, beaucoup plus tard, nous évoluons vers un champignon démographique. Et la population? Exceptionnellement, la population est ici en valeur absolue, 67,4 millions au départ, la population française. Cette population chute, logique, mais manifestement avec un retard sur la chute de fertilité. Pour évaluer la vitesse de chute, nous allons nous poser cette simple question. À quelle année de notre phase de croissance démographique correspondrait cette situation future? Nous étions environ 60 millions en 2002, 50 millions en 1968, 40 à 41 millions de Français entre les deux guerres mondiales. Si nous situons notre prise de conscience du danger absolu et nous décidons d'une politique démographique nouvelle en 2022, soit par exemple vers l'année 50 sur mon graphe, il nous faudra 130 ans pour revenir à 40 millions d'habitants. La situation de 1925, soit en l'an de grâce 2150. Et il se sera passé 225 ans depuis 1925. À l'époque, 1925, croyez-moi, la France n'était vraiment pas un désert. Une dernière hypothèse résolument optimiste. Nous décidons de baisser la fertilité dès maintenant et nous nous donnons 10 ans environ pour arriver à 0,5 filles par femme. Dans ce cas, notre population commencera à baisser significativement dans une quinzaine d'années. Nous serons revenus à 40 millions de Français dans 65 ans, soit bien avant la fin du siècle. L'effet bénéfique de la chute de démographie sur notre pression globale sur la planète interviendra sans doute avant le début de la diminution du CO2 dans l'atmosphère et bien sûr accélérera cette chute, tant espérée. Mais la population humaine va s'éteindre? Évidemment non. Contrairement à une exponentielle croissante qui diverge, qui subit un auto-emballement et qui devient de plus en plus incontrôlable d'année en année,
il est beaucoup plus facile de gérer une exponentielle décroissante qui s'amortit naturellement. En effet, la diminution du nombre d'individus se ralentit sans cesse. Rassurez-vous, l'extinction n'est pas pour demain, et en tout cas pas à cause du choix d'une politique démographique responsable et écologique. À l'approche du niveau de population désiré, il suffira de revenir progressivement à 1 ou 1,03 filles par femme en moyenne pour stabiliser le niveau de population. Et nous entendrons de moins en moins parler de réchauffement climatique et de pandémie. Évidemment, cette chute immédiate de fertilité, vers 0,5 filles par femme, déjà effective en Corée du Sud, doit concerner tous les pays, des plus développés aux plus démunis, et elle produira les mêmes effets bénéfiques partout. Mais pour cela, il faut un véritable plan international d'action démographique pour aider les pays les plus pauvres à financer leur puissante transition démographique. Bref, nous sommes tous concernés par la démographie et son inertie. Si nous voulons vraiment nous attaquer aux maux de la planète, dépérissement de la biodiversité, pauvreté, épidémie, artificialisation des sols et fragmentation des milieux naturels, réchauffement climatique, etc. Nous ne pouvons pas jouer uniquement sur le paramètre consommation individuelle, quoique cela soit indispensable. Nous devons réduire simultanément notre population, et vite, très vite, compte tenu de l'inertie démographique. C'est dès demain que nous devons baisser notre fertilité, après, il sera trop tard. La baisse de la natalité n'est pas une alternative à la nécessaire plus grande frugalité, mais c'est un élément fondamental de la décroissance de notre pression globale sur la planète. Quant à la pyramide... Oh, Kéops, t'es toujours avec nous? Moi, je préfère définitivement les champignons. Voilà, nous sommes au bout de cette série de vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez trouver des explications plus détaillées dans la partie 3 et plus encore dans mon livre « Démographie, l'impasse évolutive ». Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici, en espérant avoir été utile pour la cause d'une démographie plus responsable, une démographie qui nous permette de rétablir à terme les grands équilibres économiques et écologiques. À bientôt sur la chaîne.